Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Comme chaque vendredi soir, c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Avec ce soir Leo Klemm, ich bin deutscher Journalist beim Spiegel. John Henley, The Guardian, good evening. Paolo Levi, agenzia italiana ANSA, buonasera. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista espagnol. J'adore Jean José. À chaque fois, je me dis, oh, mais je me sens là, je suis à Séville, je suis à Cordoue, je ne sais pas où. Allez, merci à tous les quatre d'être là pour refaire la France à la une ce soir. Le 49.3, le jour d'après, ça vous intrigue beaucoup en France. Paris, poubelle ville du monde. Oui, ce petit jeu de mots, on l'a tous fait, mais on l'aime bien. On va voir si on peut nager dans la Seine. Et puis, on va parler des 90 ans de la RTL si on a le temps. Allez. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Avec le journal Courrier International. Réforme des retraites, une journée particulière hier en France. Mais quel suspense ça a été, n'est-ce pas, toute la journée. 14h55, la décision tombe 5 minutes seulement avant le début de la séance à l'Assemblée nationale. L'article 49.3 de la Constitution est dégainé pour éviter un vote des députés au Palais Bourbon. Et c'est la Marseillaise de la NUP qui retentit pour couvrir la voix de la Première ministre. Minutes avant de pouvoir en placer une. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Alors, pour faire adopter un texte sans vote par l'Assemblée nationale, le Premier ministre en France peut engager la responsabilité du gouvernement en activant l'article 49.3 de la Constitution. Le projet de loi est alors considéré comme adopté si une motion de censure contre le gouvernement n'est pas votée par l'Assemblée nationale. À l'inverse, si une motion de censure est votée, le gouvernement est renversé et le texte rejeté. Est-ce que ça existe chez vous, messieurs? Juan José Dorado. Alors, ça existe chez nous et d'ailleurs, nous allons voter une motion de censure mardi et mercredi prochain qui a été déposée par le parti Vox d'extrême droite contre le gouvernement de Pedro Sánchez. Ça, c'est en Espagne, Juan José, et c'est la motion de censure. Mais est-ce que vous avez un article constitutionnel comme le 49.3 qui permettent de faire passer un texte sans vote du Parlement? On peut faire passer un texte sans vote, mais ça s'appelle un décret. C'est gouverné par décret, mais il n'y a pas, comme en France, cette obligation d'utiliser le 49.3 qui engage la responsabilité du gouvernement derrière. Vous gouvernez par décret, mais votre responsabilité n'est pas engagée. Il n'y a que la motion de censure qui peut vous faire tomber. Alors, comment ça s'appelle chez vous, Paolo Levi, la motion chez de nous, défense, c'est la motion de défiance. Constructive, parce que vous êtes constructif. Il y en a deux. Il y a deux articles. L'une prévoit la motion de défiance simple où un dixième du Parlement doit présenter. Voilà. Comme en France. Une requête d'un vote de confiance pour le gouvernement. Et après, il y a un autre article qui prévoit la motion de défiance constructive qui, elle, est, comme son nom l'indique, plus constructive. Parce que d'un côté, on demande de voter contre le gouvernement, mais cela n'est pas possible si on ne propose pas au même temps une alternative oui, c'est-à-dire dans l'exécutif. Vous faites tomber le gouvernement, mais on doit proposer quelque chose à côté. Oui, vous devez proposer une coalition alternative avec le nom du Premier ministre alternatif, c'est ça? C'est très italien. Exact. Il faut, oui. Parce que sinon, c'est trop facile. Donc, ça donne du poids à l'opposition et ça donne aussi du poids au Premier ministre qui en a moins en France, évidemment. John Henley, Écoutez, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Motion de confiance donc, qui est déposée normalement par le gouvernement. Motion de défiance qui est déposée normalement par l'opposition. Ça, c'est normal. Sauf que les motions de défiance, ça arrive relativement souvent, mais ça a réussi une seule fois depuis la guerre, je pense, 72, motion de défiance qui a mené à la chute d'un gouvernement. Par contre, il n'y a aucune façon en Grande-Bretagne de faire passer une loi sans le vote dans le Parlement. On se souvient tous
ces dernières années des déboires de gouvernement, du gouvernement conservateur, mais de premiers ministres successifs à essayer de faire passer des projets de loi sur le Brexit. La pauvre Theresa May qui a souffert. Ah, mais c'est pour ça qu'elle retravaillait ces textes indéfiniment. Il n'y a aucune façon de passer en force et voilà, il n'y a aucun équivalent du 49-3. Il faut un vote. Il faut un vote. Est-ce que c'est la même chose en Allemagne, hein, Léo ? Oui, pour la loi, elle doit être votée par le Parlement. Il n'y a aucun moyen de gouverner par décret ou de pas appeler le vote sur un texte ? Alors, bien sûr qu'il y a des formes de décret, mais il n'y a rien qui se compare au 49.3, qui a quand même la spécificité de poser la question sur est-ce que vous voulez garder le gouvernement pour valider une loi. Donc, c'est une question qui est posée complètement à côté du sujet, hors sujet. Et la Constitution le prévoit comme ça, c'est quand même un peu bizarre. Sinon, en Allemagne, on a, comme en Italie, la motion de censure constructive. Et c'est extrêmement rare, c'est arrivé 2 fois depuis que la République fédérale d'Allemagne existe, donc depuis 1948. Une fois, elle a échoué, en 72, et une fois, un chancelier est arrivé à s'emparer du pouvoir comme ça au Bundestag, en 1982. C'était Helmut Kohl. Il est resté 16 ans ensuite. Un petit coup de force. Alors, hier, évidemment, les oppositions, une fois le 49.3 donné, ont quitté la salle. On écoute Fabien Roussel, puis Marine Le Pen. La Première ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Elle n'a rien d'autre à dire que la gifle qu'elle vient d'envoyer au visage des Français. En leur disant, vous êtes opposés à cette réforme, les députés sont opposés à cette réforme, et pourtant nous ferons de force passer cette réforme. Ça n'est pas admissible. Alors elle a annoncé elle-même qu'elle acceptait d'être le fusible. Banco, qu'elle saute. Bon, c'est une gifle sur le visage des Français, Juan José Dorado. C'est une gifle du moment où vous êtes obligé d'utiliser le 49.3, du moment où vous l'utilisez pour la 11e fois depuis 8 mois à peu près. Mm-hmm. Donc c'est moins que Michel Rocard. Hein, oui, c'est moins que Michel Rocard, vous en avez raison, mais c'est beaucoup plus que Fillon qui n'a jamais utilisé, et lui il a été Premier ministre pendant 5 ans. Donc faut-il le rappeler. Donc c'est vraiment une gifle au Parlement, et ça montre en fait cette débilité qui est celle du gouvernement actuel, qui n'arrive pas à négocier. Je me suis déjà exprimé sur cette antenne. Je pense qu'en France, il y a un manque de savoir-faire dans la négociation, mot qu'on a remplacé par concertation, qui ne veut rien dire. Donc effectivement, la France aujourd'hui, le gouvernement Macron notamment, a ce manque de crédibilité vis-à-vis des Français. Alors la rédaction de notre partenaire Courrier International relaye les opinions de beaucoup de vos confrères journalistes un peu à travers le monde. Le recours au 49.3 sur la réforme des retraites, un passage en force qui met la France en ébullition. Hein. C'est le Soir, c'est les journaux allemands, etc. Puis c'est un très brillant résumé du Courrier International. Est-ce que c'est votre avis, John Henley aussi, c'est-à-dire un passage en force qui met la France en ébullition? On l'a vu hier soir, on le revoit ce soir. 2500 personnes, place de la Concorde. C'est clair que politiquement, c'est clair que moi je pense que c'est une erreur stratégique. Après, ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être les conséquences. Le problème, c'est que en politique, rien n'est linéaire. On a 4 ans avant les prochaines élections. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, déjà lundi matin. D'ici là, énormément. Et c'est très rare, en fait, en politique, que cause et effet sont complètement évidents. Ouais. Paolo, vous étiez hier soir place de la Concorde. Vous allez nous raconter ça juste après la pub. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec Juan José Dorado, Paolo Lévy, Léo Klim et John Henley. Alors, vous étiez hier, Paolo, sur la place de la Concorde. Et qu'est-ce qui vous est arrivé alors ? Écoutez, j'ai assisté à un voyage dans l'histoire. Vous savez que avant de s'appeler la place de la Concorde s'appelait la place de la Révolution. C'est seulement après, quand il y a eu une réconciliation nationale, qu'on l'a débaptisée Révolution, on l'a rebaptisée Concorde. Mais hier, pour un soir, c'était vraiment, il y avait en tout cas une atmosphère
très très tendu, voilà, presque de révolution, de barricade en tout cas, avec des feux, etc. Moi, j'étais un peu naïf, franchement, parce que je suis allé là-bas avec mon petit carnet de notes, et à un certain moment, je me suis retrouvé avec, vous savez, les feux d'artifice qu'on utilise le 31 janvier, décembre pour le réveillon. Voilà. En fait, ces feux d'artifice, nous, on est habitués à Noël, disons, dans les fêtes de la fin d'année, de les lancer vers le ciel. En fait, là, il y avait des mecs qui les lançaient à hauteur d'homme contre les flics. Donc, moi, j'étais entre, certains manifestants qui lançaient ces fusées en horizontale. Le mur de CRS de l'autre côté, et je me suis retrouvé complètement désemparé, et j'ai vu la charge de flics qui est venue contre moi alors que tout le monde s'enfuyait. Moi, j'étais... ça a été... Et j'ai pris... Pour la première fois, j'ai découvert qu'est-ce que c'est les lacrymogènes. C'est quelque chose que, encore ce matin, j'étais... avec la tête enfarinée, la gorge enfarinée. Je trouve que c'est quand même l'équivalent en tactique policière du 49.3, le gaz lacrymogène. Alors là, ils sont de nouveau 2500 personnes rassemblées place de la Concorde. Est-ce que vous diriez que c'est une pratique anachronique du pouvoir, ou est-ce que vous vous dites la République, la 5e République a 64 ans, pour le coup c'est quand même assez cocasse, c'est l'âge de la retraite, est-ce que la Constitution française est trop vieille? Léo Klim? Oui, absolument. Ah bon elle est plus adaptée à la société de 2023 en France. Peut-être qu'elle l'a été en 1958, une France moins plurielle, peut-être moins traversée par des tensions. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Paolo, pardon. Et surtout une France qui était, avec la guerre d'Algérie, il y avait besoin d'un homme fort qui était Charles de Gaulle. Et en 1958, cette constitution de la 5e République a été coupé sur mesure pour ce contexte historique très particulier et pour ce président, le général, qui reste, disons, unique dans l'histoire. Seulement qu'ensuite, on l'a gardé jusqu'à encore aujourd'hui, et ça crée, malgré tout, cette figure du monarque républicain. Tu peux avoir le mec le plus sympa au monde, genre François Hollande ou n'importe qui, systématiquement, il est haï par les Français. Donc c'est pas le président lui-même, c'est pas Macron, c'est pas Sarkozy, c'est ce système. Mais pourquoi? Qui est trop vertical. Lionel, c'est un scandale, c'est un déni démocratique. C'est politiquement extrêmement délicat, surtout dans une époque où on a une montée des populismes, une montée des extrêmes, parce que, je veux dire, on peut pas le nier, ça ouvre un boulevard aux extrêmes, ce genre de comportement qui va nécessairement être perçu comme autoritaire. Vous diriez échec d'Emmanuel Macron, aubaine pour Marine Le Pen? Oui. Oui. Paolo, Juan Rosé, 49.3, scandale ou déni démocratique? Oui. Pour moi, déni démocratique, sans aucun souci, quoi. Et vous vous dites aussi, 68% des Français se disent opposés au passage de 64 ans, un chiffre qui n'a pas bougé depuis 2 mois. Vous dites quoi, Léo Klim? Le gouvernement a tort d'être sourd à ce point? Alors, moi, je ferais un distinguo. Qu'une réforme des retraites qui prévoit de prolonger l'âge, la durée pendant laquelle on travaille pour un peuple qui vit très vieux, avec une des espérances de vie les plus élevées du monde, en soi, ça me choque pas. Que le peuple soit majoritairement contre, ça me semble très logique. Qui a envie de travailler beaucoup plus longtemps. Le problème, il est intervenu. Paolo et moi. Le problème est intervenu hier. C'est-à-dire quand on s'est aussi passé de la légitimation parlementaire, c'est-à-dire de ceux qui représentent le peuple. Voilà. Mais dire, si on veut gouverner qu'avec des sondages, oui, là on sombre dans le populisme. Pour moi, c'est pas un argument suffisant de dire la réforme est impopulaire. D'accord, oui, parce qu'il y a même vos confrères de la BBC qui disent que ce conflit donne une fois de plus l'impression que la France n'est pas un pays réformable, en fait. C'est ça que ça vous dit? Alors, disons que ce président, ça avait été sa grande prétention en 2017 en arrivant au pouvoir, en disant « je vais transformer ». Pas seulement réformer,
transformer la France. Et aujourd'hui, il se voit engoncé, mais aussi à force d'utiliser en fait les instruments que cette Constitution lui donne avec son surpoids politique, il a complètement épousé ce système qu'il avait qu'il avait prétendu transformer. L'autre problème, Juan José Dorado, c'est qu'il avait annoncé à la dernière élection présidentielle qu'il annonçait une nouvelle méthode de gouvernement, plus de compromis, plus de discussions. Bon, c'est raté. Ah oui, c'est complètement raté, puisque les discussions, si vous voulez compter les heures passées, mais compter les heures passées, ça ne veut rien dire. Les discussions, c'est négocier, c'est trouver des compromis, ce qu'il n'est pas capable de faire. Il a eu du mal de le faire déjà lors du premier quinquennat, lors du deuxième, c'est impossible qu'il le fasse, et la preuve aujourd'hui. Mais ce qui m'étonne le plus, effectivement, c'est qu'il se passe du Parlement. Parce que s'il avait continué dans cette voie, il avait fait voter la loi, même si cette voie n'est pas approuvée, il aurait pu revenir derrière avec des modifications, avec des compromis. Mais là, il a 80% des gens face à lui. Il a un Parlement contre lui. Même les Républicains qui étaient prêts à négocier tout ont décidé de ne pas voter la motion des censures qui va être présentée. Donc, c'est vraiment... Il y a une motion de censure qui est présentée lundi. Qu'est-ce que ça vous inspire Non, les Républicains, dans toute cette histoire, ils ont été un peu ambigus. Vous savez, le cardinal de Retz disait « on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment », et c'est exactement la posture des Républicains. Parce que franchement, moi, je suis ici en France, je suis l'actualité française depuis 12 ans désormais, et les Républicains, toujours, ont prôné un allongement de l'âge légal de la retraite. Donc aujourd'hui, qu'ils fassent des stratégies bizarres en coinçant Emmanuel Macron, quand même, c'est... Léo, aussi... Oui, je voudrais juste ajouter que le système français est fait pour donner des majorités larges au président. Il y a un an aux législatives, il n'y est pas arrivé. Donc, c'est là... Avec l'inversion du calendrier, notamment, quand ils ont inversé le calendrier, ils ont fait la fin. Et c'est déjà là qu'on voyait que c'était malade. Ce que moi, je dirais que c'est ce qui était un peu la cerise sur le gâteau hier, c'est que c'est aussi une sorte de mépris qui s'est manifesté dans le fait que le Conseil des ministres, pour valider le 49.3, s'est tenu à un quart d'heure. Donc à 3h moins le quart, ce qui a fait arriver en retard Elisabeth Borne à l'Assemblée. Et là, comment dire, après, il ne faut pas s'étonner que le Parlement se sente méprisé et réagisse d'une façon très virulente et pas toujours responsable. Allez, une pause et dans un instant, poubelle la vie. Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Mais peut-on trouver des pâtes à tartiner avec 34% reversés sur votre carte U? Mon chéri, tu enlèves tes doigts du pot. Oui, mais toi, tu le fais? Ah, ça ment, les enfants, c'est terrible. Ça va, on est entre nous. J'ai menti, on est à la radio. Bref, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com le jeudi 6 avril pour profiter de 34% reversés sur votre carte U sur les tartinables sucrés. 34%. U, commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U pour un retrait le 6 avril, limité à 10 produits identiques, hors promotion et produits présents en track le 6 avril. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. RTL. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Oui, Paris est dégueulasse. Juan José Dorado, Paolo Levi, Léo Klein, John Henley, pas seulement Paris, Nantes, Le Havre, dans la capitale, 10 000 tonnes de déchets n'ont toujours pas été collectées, malgré la réquisition ordonnée par Gérald Darmanin. Il était ce matin au micro de votre Amandine Bégaud que vous aimez tant, messieurs. Écoutez-le. Je respecte d'abord le droit de grève. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est l'insalubrité. Je l'ai dit à la maire de Paris, mais elle n'a pas souhaité prendre ses responsabilités. Donc le préfet de police, sur ma demande hier soir, a requis, au sens réquisition, le service de propreté de la ville de Paris. Et dès aujourd'hui, dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ces poubelles. Non seulement c'est une insalubrité pour les rues de la capitale, mais c'est désormais, vous l'avez vu, pour les manifestations, des armes qu'il nous faut évidemment retirer de l'espace public. Vous avez vu ça hier dans votre déambulation place de la Concorde, des poubelles utilisées comme armes par destination, Paolo, non ?
non ? Oui, c'est des bombes atomiques de puanteur. Oui, c'est-à-dire que le président Sarkozy disait en 2008, désormais quand il y a une grève en France, ça se voit plus. Alors là, pour le coup, ça se voit plus, mais ça se sent. Juan José Dorado, votre opinion sur ce, ça arrive ça en Espagne ? Alors ça n'arrive pas comme ça arrive en France. Pourquoi ? Parce que nous avons quelque chose que vous n'en avez pas, c'est le service minimum. Et donc, la semaine dernière, pas plus loin que la semaine dernière, dans la ville de Léon, il y avait une grève des éboueurs. Et donc, l'équivalent du préfet a décidé qu'il y avait un service minimum, comme quoi il fallait ramasser les poubelles toutes les 72 heures. Donc, il y avait 3 jours où elles ne sont pas ramassées, mais toutes les 72 heures, il fallait le ramasser. Et donc, c'est le système espagnol. Mais ça, les Espagnols, oui, c'est ça, mais ça n'impacte pas le droit de grève. Parce qu'en France, on vous dit toujours, non, mais c'est droit de grève. Non, ça n'impacte pas, puisque dans ce cas précis, pendant 3 jours, les poubelles sont entassées dans les rues de Léon. Paolo Lévy, vous qui avez tellement de style, alors qu'est-ce que c'est ce spectacle de Paris comme ça, martyrisé, mais Paris livré. Les Italiens les plus taquins prennent un petit plaisir malin, parce que disons que la crise des poubelles est quelque chose qui a marqué très profondément 2 villes en Italie, notamment Naples et Rome pendant des années, et encore aujourd'hui on a régulièrement des gros soucis dans la collecte des ordures. Donc je peux pas vous dire, la presse italienne ces derniers jours, elle s'est prise de joie à publier ces grandes photos des ordures laissées dans la rue à Paris, et aussi à saluer la mémoire, parce qu'il faut le dire, du grand Eugène Poubelle, parce que vous, Paris, à travers cet administrateur diplomate français du XVIIIe siècle, vous avez inventé, vous êtes des inventeurs aussi de la poubelle. Donc aujourd'hui, voir Paris dans cet état est assez surprenant. Mais après, ça donne aussi, je sais pas, dans la rue... Un charme ? Pas un charme. Non, je crois pas. Non, pas un charme, mais dans la population, il y a une solidarité qui se met... C'est vrai. En marche, et ça fait chaud au cœur. Mais quand même, à 500 jours des JO, Léo Klim, ça la fout mal, non ? Ah bah évidemment que ça envoie des mauvaises cartes postales via Instagram dans le monde entier. Oui, mais après je trouve que les touristes continuent à beaucoup aimer Paris, de ce que j'observe. Première ville, c'est comme ça. Première destination touristique du monde. Et je suis aussi d'avis que les Parisiens ou aussi les habitants des autres villes françaises concernées supportent assez bien en fait. On a l'habitude de la grève et donc on prend sur soi. Et très franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la compréhension, parce que c'est un métier qui est très peu considéré, et là ils se rendent visibles, donc et apparemment c'est pas le record, moi j'ai appris aujourd'hui, le record c'est 14 jours à Marseille, pas à Paris. Non, et après aussi, il faut le dire, il faut reconnaître, parce que les éboueurs, c'est vraiment des héros de notre quotidienneté, des héros invisibles qu'on ne voit pas normalement, et cette crise nous permet de voir qu'est-ce qui est fondamental, le travail qu'ils font et qu'elles font chaque jour. Incroyable. S'ils sont prêts à faire une longue grève comme ça avec leur petit salaire, il faut dire ça. Mais ça tourne les grèves. Il n'y a que 5% de grévistes. Oui, d'accord, mais quand même pour un éboueur, faire grève, c'est lourd, parce que surtout ces temps-ci avec l'inflation. Donc ça veut vraiment dire quelque chose sur la colère et sur le sentiment de maltraitance qu'ils ont. Parce que notre Cassandre a l'esprit de contradiction, figurez-vous qu'elle s'est intéressée aux villes les plus propres du monde, Cassandre. Oui, et j'ai découvert qu'il existait un classement, et dans le top 10 figurent 5 villes européennes. Mais pas de cocorico, la France est aux abonnés absents. Oh, c'est bizarre. Quel est le top 3, Cassandre ? Alors, si j'essaye de vous faire deviner, à la 3e place, c'est une ville allemande. Ah, ça c'est chez Léo. De l'ouest du pays, forêt noire, cathédrale gothique. Fribourg. Ah, bravo. Les habitants là-bas sont soumis au principe du pollueur-payeur. Chaque foyer paye en fonction du nombre de personnes qui le composent et loue à l'année une poubelle dont le prix varie en fonction de son volume. Le système porte ses fruits. En 20 ans, la poubelle non recyclable du fribourgeois moyen est passée de 193 à 89 kilos. Oui, parce qu'à Paris, c'est énorme. 2e place, Cassandre.
La capitale norvégienne. Oslo. Facile, Oslo. Grâce notamment à une éducation des enfants au tri et un système de consignes performant, la Norvège est championne du recyclage. Preuve en est, la quasi-intégralité des canettes et bouteilles plastiques ou en verre sont recyclées. Et ensuite, le grand gagnant de la ville la plus propre, Cassandre. La capitale suisse. Ah bah oui. Berne, elle est à l'avant-garde en matière de gestion des déchets. Et par exemple, je me suis intéressée à Genève, où le tri est devenu obligatoire pour tous, ménages, entreprises et établissements publics. Qui dit obligation dit sanction, avec une amende à la clé. Et à titre de comparaison, seuls 5 Français sur 10 trient systématiquement leurs déchets. Ouais. Une pause, et dans un instant, on va fêter les 90 ans d'RTL. Vous allez voir ça, c'est merveilleux. À tout de suite. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Écoute-moi ce petit jingle-là. Hein. Je suis avec Juan José Dorado, Paolo Levi, Léo Klein, John Henley. On va fêter les 90 ans de RTL cette semaine. Le 15 mars 1933, RTL naissait sous le nom de Radio Luxembourg, simple radio associative depuis 1922. Elle diffuse désormais sur la majeure partie de l'Europe. Et puis, en 1939, elle a cessé d'émettre en raison de la Deuxième Guerre mondiale. La seconde, je devrais dire, j'espère, pour ne revenir sur les ondes qu'en 1944. Et en 1966, elle devient RTL. Est-ce que vous avez chez vous une très grande radio privée comme ça qui accompagne les populations dans leur quotidien? Juan José? Oui, nous avons la Cadena Ser qui a été créée en 1940. C'était des petites radios qui se sont unies ensemble en 1940 et depuis, elle est devenue la première radio privée. C'est la première radio en audience aujourd'hui en Espagne et qui fait tous les jours plus de 30% d'audience. Donc c'est une radio qui accompagne du matin au soir tous les Espagnols. Paolo? Oui, absolument. Nous avons beaucoup de radios privées, dont une homonyme qui s'appelle aussi RTL. D'ailleurs, il y a une RTL aussi en Belgique, qui est très très populaire. Et voilà, disons que les radios privées sont dans beaucoup de pays d'Europe ont été mythiques parce que, exactement comme RTL, elles ont dû, avant la libéralisation, commencer à émettre de l'étranger. Et RTL c'était ça. une radio luxembourgeoise. C'est ça complètement le cas en Angleterre. La première radio privée en Angleterre, c'était Radio Luxembourg. Ah ouais, c'est vrai? Et ça émettait, voilà. Génial. Voilà, et après, il y avait toutes les radios pirates qui émettaient de bateaux ou de plateformes pétrolières dans la Manche, etc. Et maintenant, évidemment, il y a énormément de radios privées, mais la BBC a eu la monopolie jusqu'à dans les années 70 en Angleterre. Donc, pour beaucoup d'Anglais, surtout de ma génération, Radio Luxembourg et Radio Caroline, qui était dans la Manche. Ça, c'est un souvenir. Ah ouais. Oui, on peut dire que RTL a été un grand groupe de médias européens avant l'heure, avant qu'on invente l'Europe, puisque c'était il y a 90 ans et qu'il y avait aussi un programme en allemand extrêmement populaire. Oui, il existe toujours une radio RTL aujourd'hui en Allemagne, mais elle a plus une vocation régionale parce que les Allemands sont des provinciaux, donc les radios privées, en fait, se sont calquées sur la radio-télévision publique qui, elle, est organisée de manière régionale. Voilà. Mais il y a par contre une très grande chaîne de télévision, la plus grande chaîne de télévision privée allemande, s'appelle RTL et c'est votre frère. C'est notre frère, oui. Et après, c'est des radios privées, mais parfois qui fait aussi du service public. Je pense à l'abbé Pierre qui, sur RTL, en 1954, avait recueilli plus de 500 000 francs pour les sans-abri. Alors, l'extrait que j'ai choisi, c'est moins l'abbé Pierre. On l'a entendu beaucoup cette semaine. Moi, j'ai choisi plutôt l'extrait de Michel Drucker avec La Valise. Vous allez écouter ça. C'est une émission mythique qui est toujours en cours sur RTL. On l'écoute. Allô, monsieur Minou? C'est la fille de madame Minou. Comment t'appelles-tu? Sandrine. Quel âge as-tu, Sandrine? 7 ans et demi. Ah bah, tu es grande, dis donc. Sandrine, c'est Michel Drucker. Ta maman n'est pas là? Non. Tu es toute seule à la maison? Oui. Est-ce que tu écoutes la radio ce matin, Sandrine? Oui. Est-ce que tu as noté le montant de la valise? Oui. Vas-y. 11 427 francs.
Ouais, elle a gagné la valise, la petite Sandrine Minou, je vous signale. Vous avez des émissions comme ça, assez mythiques dans vos chaînes de radio, dans vos différents pays. La valise, Stopo encore, ou ce genre de choses-là, Juan José? Les émissions mythiques espagnoles sont plutôt sportives. Ah ouais. Elles sont celles qui occupent toutes les soirées de toutes les radios du côté espagnol. Mais il y a eu des émissions mythiques à un certain moment. Pour la plupart sont disparues aujourd'hui, mais qui étaient des émissions destinées notamment aux femmes, dont l'après-midi. Comme aujourd'hui, Madame, en France, à la télé. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup d'audience autour de ça, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est surtout. C'est comme RTL Foot ce soir, quoi. Voilà, oui, non, mais nous, on commence quand même beaucoup plus tard parce qu'on commence à 22h et on termine à 1h du matin. Et donc, la plupart des radios espagnoles font que du sport le soir. L'après-midi était consacré. C'est segmenté. Ah, d'accord. Que du sport ou que du foot? Essentiellement que du foot. Ouais. Paolo? Oui, on a eu des émissions vraiment qui ont marqué l'histoire italienne. Des émissions qui ont aussi permis des expérimentations comiques extraordinaires. Il y avait un groupe qui s'appelait Alto Gradimento sur la chaîne publique qui a vraiment marqué des générations. Et malheureusement, ça a atteint de tels sommets qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une phase nostalgique où on dit mais aujourd'hui, la radio, elle n'est plus celle qui était. C'était mieux avant. Mais c'est pas vrai parce qu'après... Et après aussi, d'un point de vue politique, on a Radio Radicale qui est une radio privée, mais qui fait un service d'utilité publique incroyable en diffusant tous les jours tous les débats parlementaires. Ça aussi, ça a eu un rôle très important pour le renforcement de la démocratie. L'émission historique John Léo, en Grande-Bretagne, la mission historique, et je crois que j'ai raison, c'est la seule émission de la BBC qui a commencé vraiment au tout début de la BBC et qui c'est une émission hebdomadaire qui est toujours qui existe toujours. Il s'appelle Gardener's Question Time. Et c'est des questions aux experts de jardinage. Oh là, ça c'est génial. Et c'est fabuleux. Et ça, c'est dans une petite ville ou un petit village différent chaque semaine. Il y a un panel d'experts en jardinage et il y a tous les gens qui ont un jardin parce que les Anglais ils adorent leur jardin et ils posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes roses? Comment etc. Léo, vite fait. Oui, en Allemagne, puisque c'est un paysage très dissocié, on n'a malheureusement pas ce patrimoine commun radiophonique qui relierait tous les Allemands. Et c'est en venant en France que j'ai découvert qu'il y avait d'excellentes radios privées qui alliaient très bien le divertissement et l'information, notamment RTL. Merci à tous les quatre. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Vous pouvez retrouver l'émission sur rtl.fr sur l'appli. Vous passez un excellent week-end sur RTL dans un instant. RTL Foot avec toute l'équipe, mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL.